Salut à tous. Alors, aujourd'hui, Virginie et moi, on a décidé de poursuivre l'aventure, Objectif Nouvelle Terre, sur un format, différent des autres fois. En fait, si vous nous suivez l'une et l'autre, vous avez remarqué que, on fait moins de vidéos qu'avant, et que quand on en fait, il s'agit plus de se dévoiler, à titre personnel, de témoigner de notre parcours, que de débattre sur des thématiques. Et aujourd'hui, donc, j'ai ressenti le besoin de faire un témoignage personnel sur le thème des bouffées délirantes, puisque j'ai moi-même été, euh, comment dire, témoin actif de ce phénomène. Je n'ai pas du tout envie de dire victime, bien évidemment. Non, témoin actif, ça me va comme mot. Et donc, c'est un sujet qui est riche et aujourd'hui, donc, j'ai fait ma première bouffée délirante en mars 2019. J'en ai fait deux après qui ont suivi. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, je pense avoir suffisamment de recul pour pouvoir partager des informations qui pourront résonner chez beaucoup de gens, parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait des bouffées délirantes et que c'est un phénomène méconnu, mais qui est de plus en plus répandu, surtout par les temps actuels, avec les énergies qui pulsent fort, fort, fort sur nous. Donc voilà, et en fait, on s'est rendu compte avec Virginie que nous, on n'a pas perdu le fil, c'est-à-dire on a continué d'échanger régulièrement, toi et moi, chaque semaine, et on s'est rendu compte que c'était des échanges qui nous nourrissaient l'une et l'autre, et on s'est dit mais pourquoi ne pas partager nos papotes, et en faire profiter d'autres êtres qui pourraient être intéressés par ce qu'on dit. Voilà. Donc c'est ce à quoi nous allons nous prêter comme exercice aujourd'hui, et on va se laisser porter et traverser. Ouais, ben, si tu me permets, je vais dire quelques mots à mon tour. Quand tu m'as présenté ce projet-là, de se dévoiler, moi, ce que je t'ai dit de façon tout à fait spontanée, c'est je le sens que c'est le moment, je sens que j'ai suffisamment de recul, j'ai pris suffisamment de hauteur dans ma vie pour être plus détachée de certaines expériences que j'ai vécues, de voir la profondeur de l'expérience, tout ce qui pouvait en ressortir comme bienfait. Donc, pour moi, le timing, c'était un timing parfait. Donc, on a partagé plusieurs infos, on a fait quelques vidéos, toi et moi, où on parlait des prophéties, on parlait des lois universelles, donc des grosses thématiques. C'est super intéressant, j'ai adoré faire ça avec toi, il y en aura probablement d'autres, mais aujourd'hui, moi aussi, c'est ce que je ressens au fond de moi, c'est ce dévoilement, ce dépouillage de toutes ces couches d'illusions, de me montrer en toute transparence. J'ai certaines thématiques, moi, de mon côté, que c'est sûr que j'aimerais aborder. Les gens, la plupart du moins, le savent. J'ai reçu un diagnostic d'autiste Asperger. Donc, moi aussi, par rapport à ça, cette thématique, j'aimerais témoigner. Toujours d'apporter mon éclairage, ma compréhension en toute simplicité. Donc, je suis tellement, tellement heureuse de débuter ce projet avec toi. Et puis, j'espère que ça va parler à certaines personnes, puis surtout que ça va leur faire du bien, leur apporter des éléments de compréhension et du bien-être. Super, alors on est parti? On est parti? Oui. Bon, alors, donc comme je le disais, donc la première bouffée délirante que j'ai vécue, donc elle s'est déroulée précisément quelques jours après donc l'équinoxe de mars 2019, durant lequel donc j'ai eu une vision de nuit, en pleine nuit. Donc l'objet aujourd'hui, c'est pas de raconter cette vision d'OVNI, parce que j'ai déjà fait à travers d'autres vidéos. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. Non, là, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous décrire ce qui s'est passé après, en fait. Bon, sachant que à travers cette vision, bien évidemment, j'ai complètement halluciné de ce que j'ai vu. Ça m'a fait, j'ai eu des symptômes physiques pendant la vision d'OVNI où mon corps était électrique, par exemple. Vraiment, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment on est des énergies, tout est onde et énergie dans l'univers, tout est champ électromagnétique, et à travers cette vision, je me suis rendu compte que mon corps
réagissait et qu'il y avait une électricité qui était vraiment présente. Et donc, le lendemain de ma vision d'OVNI, le réflexe que j'ai, c'est d'en parler à mes proches en disant mais tu sais pas ce que j'ai vu. Bon, et là, donc ma fille et mon mari ne me croient pas, bien sûr. Et moi, en fait, je suis complètement bouleversée par cette vision et je sens que je suis propulsée dans un champ de conscience qui est différent à partir de là, où je viens de découvrir plein de nouvelles choses, comme le fait de pouvoir recevoir des messages de mes guides. Donc, quelques jours avant, j'ai été initiée à l'écriture intuitive et je me rends compte qu'en fait, c'est hyper facile pour moi de recevoir des messages. Et durant la vision d'OVNI, j'ai échangé aussi avec les êtres qui étaient sur le vaisseau. Par télépathie Par télépathie et mon premier réflexe a été par écrit, par message. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et ils ont commencé à me délivrer donc, des messages personnels. Et donc, forcément, ça m'a complètement fait capoter, comme on dit chez vous. Et donc, les jours qui ont suivi, alors déjà, je dormais très, très peu avant la vision d'OVNI, du fait d'avoir découvert l'écriture intuitive et les échanges possibles avec le monde de l'invisible. Donc, je commençais vraiment à très, très peu dormir. Et après cette vision d'OVNI, en plus, il y a eu, c'est comme un tremblement de terre, il y a souvent une réplique après la première secousse. Et la nuit qui a suivi ma vision d'OVNI, j'ai encore été appelée par eux. En fait. Okay. Ils étaient là, mais ils ne se sont pas montrés plus que ça. Enfin, il y a eu des signes comme de leur présence, des signes physiques, hein, comme le plafonnier qui allumait une lumière bleue, le plafonnier de la terrasse dehors, une lumière qui n'est pas ordinaire. Hein. Et voilà. Et là, la deuxième nuit, je les entendais. Là, pour le coup, c'était vraiment de la télépathie. Okay. Par télépathie. Je n'étais pas obligée de passer par l'écrit. Et donc, en fait, c'est comme si j'avais basculé dans un monde, le monde d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire dans mon monde, c'est-à-dire où je suis la seule à percevoir des choses, en fait. Ouais. Et où mon entourage me regarde, c'est qui c'est là. Donc voilà, et du coup, je dors de moins en moins, et jusqu'à un point de bascule qui est arrivé, donc quelques jours après cette vision d'OVNI, où un matin, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'ai commencé à écrire mon histoire, en fait, puisque les guides m'ont dit tu dois raconter ton histoire. Et moi, je me dis, qu'est-ce que vous voulez que je raconte sur mon histoire? Moi, je suis une personne lambda, j'ai rien à dire de particulier. Oui, mais si, tu dois, voilà. Et là, j'étais complètement en état de transe, on va dire, à certains moments. C'est-à-dire que je continue à mener une vie normale. C'est-à-dire je continue à interagir normalement avec mon entourage. Mais j'avais des moments où je recevais des milliers de messages à travers les signes, à travers mes ressentis, à travers aussi donc, la télépathie. Et d'ailleurs, la nuit avant que vraiment les symptômes de ces bouffées se fassent connaître de façon plus intensive, j'étais sur mon ordinateur, donc j'avais commencé à écrire mon premier livre. Et là, j'ai tout supprimé de mon parcours professionnel jusque-là. C'est-à-dire tous mes supports de formation en tant que formatrice, tous mes supports que j'utilisais, qui étaient mon fonds de commerce en fait, en tant que consultante en transition professionnelle, voilà, tous mes outils, tout ce que j'avais sur mon drive, je l'ai supprimé. Et avec une petite voix qui me disait, là où tu vas, tu n'en auras plus besoin. Wow. Et je peux t'interrompre parce que j'ai une question, puis je pense que je ne suis pas la seule à me demander, avant que tout ça arrive, cette première bouffée délirante, cette vision d'OVNI, qui tu étais? Est-ce que tu étais ouverte à l'invisible? Est-ce que tu avais vécu ce qu'on peut appeler un éveil spirituel ou tu ne baignais pas du tout dans ce monde spirituel? Non, je baignais absolument pas dans ce monde spirituel. Je suis issue d'une famille athée.
J'ai toujours quand même pensé que c'était impossible qu'on soit seul Mhm. à vivre comme civilisation dans l'univers. Et j'avais ce ressenti d'une nostalgie d'ailleurs, hein, depuis toute Ouais. petite. Mais bon, voilà, je ne me sentais pas super épanouie dans cette société. Mais je me disais que bon, c'était lié à moi, que justement j'avais peut-être un problème. Enfin, voilà, où on me disait en plus que j'étais instable professionnellement, que j'arrêtais pas de changer de boulot, mais comment ça se fait? Nous, regarde, nous, on garde toujours le même boulot et toi, t'arrêtes pas de changer. Parce que oui, à chaque fois, j'étais, mais c'est ça le boulot? Ah non, bah, moi, j'en veux pas, je change. Voilà, quoi. Et sauf que changer, c'était pas la solution, parce qu'en fait, de boulot idéal, il y en a pas, quoi. Enfin, surtout dans ce système-là, quoi. Et donc non, j'étais ouverte et c'est vrai que je le dis là dans la prochaine capsule que je suis en train de monter sur ma chaîne. Le prêtre qui nous avait mariés avec mon mari en 1997, je me Ouais. souviens très bien, il m'avait dit, parce qu'on s'était mariés à l'église, mais pour faire plaisir à mon mari, parce que moi, j'en ai rien à fiche. On s'était mariés à l'église là-bas, et le prêtre avait dit, mais Annabelle, vous avez quelque chose de spirituel, si vous voulez, après le mariage, faire votre première communion. Bon, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai dit non, mais. Alors, j'étais touchée par le compliment, mais j'ai dit non, non, c'est bon. Bon, voilà. Et en fait, c'était comme si lui, il avait perçu qu'il y avait une ouverture en moi que moi, j'ignorais complètement, en fait. OK. Donc, je pense que j'étais prête Oui. à recevoir, mais j'étais dans l'inconscience totale et l'ignorance de ce que j'allais recevoir, en fait. OK. Et donc, donc, les bouffées délirantes, donc c'est un état où effectivement, à un certain moment, on n'est plus là. On est l'observateur de ce qu'on vit. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait une sortie astrale OK. de l'âme du corps, en fait. Et du coup, on ne ressent pas les émotions comme si on était dans le corps, en fait. C'est OK. plus vu dans ces moments-là, avoir soit des pertes de mémoire, c'est-à-dire je ne me souvenais pas d'avoir dit ou fait des choses, Ouais. ou alors à m'observer en train de faire des choses, mais c'est comme si c'était pas moi qui le faisais. En fait, c'est un peu ça. Une dissociation, on Ouais, pourrait dire ça. une dissociation. Et donc, ce que je propose, c'est de justement, de témoigner à travers les symptômes qui sont décrits dans ce livre. Donc, ça s'appelle Merveilleuse Kundalini, Régine de Grémont. En fait, après que j'ai vécu la première bouffée délirante, donc ils m'ont pas tout de suite étiqueté bipolaire. En fait, vu que c'était une première manifestation de désordre psychique que je manifestais, ils se sont dit, bon, c'est peut-être un accident suite à un choc émotionnel ou un stress, un fort stress. Okay. Donc, on va lui foutre la camisole chimique quand même pour pas que ça se reproduise, mais on attend de voir, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas supporté les traitements qu'ils m'ont donnés, où en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée mais là, pour le coup, vraiment dépressive, mais OK. avec l'envie de mourir, avec l'incompréhension totale de ce qui m'était arrivé, à même tout remettre en question, c'est-à-dire, cet ovni, est-ce que je l'ai vraiment vu finalement? Est-ce que c'est pas une hallucination que j'ai eue, en fait? Ouais. Pendant ces bouffées délirantes, j'avais l'impression d'avoir des hallucinations aussi à certains moments. Et c'est à travers mon parcours où finalement cette notion de Kundalini est venue à moi. Comme pour me dire, va fouiller là, va regarder là, parce que peut-être que tu auras des réponses. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc, du coup, quand j'ai eu ce livre entre les mains, j'ai eu pas mal de réponses. Et donc, du coup, je vais vous partager quelques contenus qui pourront peut-être, du coup, vous parler pour certains. Donc, voilà, ils disent déjà dans quelles conditions il peut y avoir un réveil de Kundalini. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut déclencher un éveil de Kundalini? Donc, la Kundalini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'énergie vitale, en fait. C'est ce qui active nos super pouvoirs, en fait, d'humains. Donc, ils disent, alors, il y a des facteurs à dominante physique et des facteurs à dominante émotionnelle, psycho-émotionnelle. Donc, les facteurs à dominante physique, donc je vous les liste.
Donc, il dit un effort physique très violent nécessitant de puiser dans des réserves profondes d'énergie, empreint de forte motivation. Exemple, les compétitions sportives. Choc violent, tel un traumatisme crânien, une chute sur le coccyx ou un accident de voiture. Rencontre sexuelle. Alors, rencontre sexuelle, ça c'est important parce que moi je me suis rendu compte que ça avait à voir aussi, cette première bouffée délirante, avec ma rencontre avec ma flamme jumelle. C'est après ma rencontre avec ma flamme jumelle que j'ai cette bouffée délirante. Exposition constante à des fréquences vibratoires acoustiques ou mécaniques créées par un environnement ordinaire. Exemple, climatiseur. Ah. Trépidation de certains véhicules à moteur. Fréquentation de certains hauts lieux cosmotelluriques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à Tahiti, on a des hauts lieux cosmotelluriques, n'est-ce pas? Je peux en témoigner. Et notamment, j'ai appris après coup de mes bouffées délirantes que je vivais sur un ancien marae royal. Donc, un marae, ici, c'est un lieu de culte, un ancien lieu de culte, comme les menhirs en Bretagne. Voilà, il y a un amoncellement de pierres autour desquelles ou sur lesquelles il y avait des processions païennes qui se déroulaient avec des sacrifices d'êtres vivants. On sait aujourd'hui que tous ces lieux n'ont pas été choisis au hasard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis des pierres à un endroit en disant « Ah tiens, on va être bien là, il fait beau. » Non, en fait, ils savaient précisément où est-ce qu'ils implantaient ces lieux de procession pour pouvoir être connectés plus facilement au ciel et à la terre. Oui. Donc, j'ai fait les 3 bouffées délirantes que j'ai fait, je les ai fait dans la maison que j'habite et pas ailleurs, en fait. Ensuite, travail avec certains types de cristaux. Pratique incluant des respirations rythmiques et pratique yogique. Donc, en sachant qu'à ce moment-là, je faisais du yoga de façon assez régulière et intense. Ensuite, il parle des facteurs psycho-émotionnels donc, qui peuvent engendrer un réveil de Kundalini. Donc, violente émotion, telle que stupeur, colère. Donc, pour moi, la stupeur, c'est vraiment l'émotion dans laquelle je me retrouve le plus, enfin, qui caractérise le plus ce que j'ai vécu, la stupeur, en voyant cet objet. Et aussi, ingestion de psychotropes. Donc ça, c'est dans les facteurs psycho-émotionnels qui peuvent engendrer. Et autres facteurs, il liste la pratique de la méditation, la pratique du chant, l'exaltation de la ferveur religieuse ou mystique. Donc voilà pour ce qui peut déclencher les choses. Et alors ensuite, donc, dans les manifestations mentales et physiques, donc je vais vous les lister parce que c'est important que, voilà, parce que moi, tout ce que j'ai vécu n'est pas relaté spécialement dans le livre et inversement. Tout ce qui est listé dans le livre comme critère n'est pas... je ne l'ai pas forcément vécu parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire d'éveil de Kundalini, je suis allée voir bien évidemment des vidéos sur YouTube pour voir ce qu'ils disaient et j'ai vu une longue vidéo de gens éveillés qui témoignaient de leur réveil de Kundalini et moi, à aucun moment, je me suis identifiée à ce qu'ils ont vécu. Donc, du coup, ça ne m'a même pas aidée en fait. Du coup, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire que c'est là qu'on est tous uniques et que il n'y a que notre ressenti qui peut nous aider. Oui, je fais une petite parenthèse parce que ce que tu dis, ça me rejoint complètement. Moi, je suis dans une relation de flamme jumelle et avec mon mari, un jour, justement, je vis cette montée de Kundalini et pour m'assurer que c'était bien ça, je vais fouiller sur le net. Puis moi aussi, je vois que ça décrivait complètement l'inverse, en fait, de mon expérience parce que moi, c'était dans la douceur. Je le sais que souvent, quand on parle de Kundalini, c'est extrêmement brutal, c'est extrêmement presque violent. Et moi, c'était tout en douceur. Donc, tu fais bien de préciser, les expériences, ils peuvent être différentes selon la manière, selon l'être qu'on est, tout simplement. C'est ça. En fait, voilà, ils expliquent que justement, à l'issue de ces premières manifestations, donc déjà, il y a plusieurs réactions possibles chez les êtres qui vivent ça. La première, justement, c'est celle que j'ai vécue. L'individu est déstabilisé devant la soudaineté, la violence, l'étrangeté, le décalage, la perte de contrôle.
de certaines modifications comportementales, physiques ou psychiques. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai vécu, quoi. Je sentais que mon psychisme, c'était plus le même, que je captais plus les mêmes choses, que j'étais face à une réalité qui me dépassait complètement, en fait. Ouais. La peur prend place et peut devenir prédominante. C'est ce qui s'est passé, oblitérant l'élévation de cette nouvelle énergie et l'obligeant à réintégrer sa demeure en attendant une meilleure opportunité. Le plus souvent, et en l'absence d'informations adéquates, l'individu est confronté aux incompréhensions multiples des proches. Donc ça aussi, c'est un symptôme. Si vos proches ne vous comprennent pas, bah, c'est que peut-être que vous êtes en train de faire un éveil de Kundalini. Parce que oui, forcément, ça fait peur. Hein. Pour ceux qui... Enfin, déjà, moi, j'ai eu peur en m'observant, donc je n'ose même pas imaginer mon entourage. Ouais. Pire encore, le monde médical a tendance à étiqueter des pathologies en termes dualistes de normalité, anormalité. Donc moi, bien évidemment, le fait que j'ai des comportements bizarres, étranges, farfelus, hallucinatoires, etc., bah, tout de suite, camisole, quoi. Donc, quand je suis arrivée aux urgences à l'hôpital, bah, leur premier réflexe a été il faut tout de suite qu'elle arrête ça, quoi. En sachant que depuis, j'ai appris en lisant des articles scientifiques que dans des tribus en Afrique, on vit ça comme la naissance d'un guérisseur, par exemple. Donc voilà, il tentera, le corps médical, au moyen de camisoles chimiques, d'éliminer toute manifestation non souhaitable au regard d'un référentiel social normatif déterminé. Donc là, c'est exactement ça. J'étais faiseuse de troubles, en fait. Quand je suis arrivée à l'hôpital, donc j'étais survoltée. Parce que je captais beaucoup. En fait, je voyais des flashs aussi. Je voyais des flashs de la vie ailleurs. Ok, waouh, ouais. Comme si on me montrait ce que la vie était en dehors de ce carcan. Oui. Ouais. Et donc, je disais à mon mari et à ma fille, t'inquiète, généralement, mais t'es pas obligée d'être travaillée, mais c'est bon, t'inquiète. Ma chérie, ne va pas à l'école, ça sert à rien. Donc, voilà. Et là, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont cru que je m'étais injecté des doses de cocaïne. Ils ont fait des tests. Ils ont dit, non, mais qu'est-ce qu'elle a pris? Parce que j'étais complètement... je chantais... je disais... en fait, c'est comme si j'avais le diable au corps, vraiment. C'est comme si j'avais... il y avait un diablotin, une entité diablotine à l'intérieur de moi. Je pense qu'en fait, comme j'ai quitté mon corps, je pense qu'il y a des entités qui sont venues dans mon corps, et ça, mes guides me l'ont dit après, en disant, mais il y a l'hospitalité de la matière, quelque part, dans nos corps physiques, à un moment donné. Donc, quand nous n'acceptons pas entièrement notre incarnation, ce qui était mon cas avant aujourd'hui, je n'acceptais pas mon incarnation, mais je l'ignorais, puisque je ne savais pas pourquoi j'étais là, en fait. Maintenant, je sais. Et donc, oui, j'ai quitté mon corps, parce qu'après avoir vu cet ovni, en gros, j'ai dit, Léo, attendez-moi. Attendez-moi, quoi. J'arrive, je viens avec. Je reste pas là, quoi. Et donc, il est fort probable que des entités qui étaient présentes justement sur ce lieu cosmotellurique sur lesquels il y avait eu des sacrifices. Donc, il y avait des âmes qui étaient coincées, en fait. Oui. Là où j'étais, à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui étaient coincées, qui cherchaient la lumière, mais qui ne la trouvaient pas, parce qu'il n'y avait pas de porte ouverte. On ne leur montrait pas le tunnel ou la lumière, ou je ne sais quoi. Et du coup, elles s'adressaient à moi, en fait. Elles passaient par moi. Oui. Donc, moi, je ressentais leur présence aussi. Et donc, quand j'arrivais, il y a eu vraiment des passages hyper drôles, parce que du coup, j'arrive à l'hôpital et là, j'ai l'impression que je suis en train de faire la fête, qu'on a préparé une fête pour moi. Il y a tout le monde qui est en train d'attendre aux urgences, alors tout le monde, ils ont des têtes déconfites. Et moi, je suis sur mon chariot assise, et puis je gueule, je dis, ah, mais c'est cool, tout le monde est là. Puis je chante une chanson, parce que je suis originaire de Corrèze, Brive-la-Gaillarde, Patrick Sébastien, et là je chante, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Et j'étais là, je faisais mine d'avoir une serviette. Et en fait, après coup, le pire de tout, c'est que je me dis, mais en fait,
qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte chante les sardines, pour moi, ça fait complètement référence à l'ère du poisson qu'on est en train de quitter. Mmh. Voilà. Ou le poisson qui pue, quoi. Allez, c'est bon. En fait, j'ai eu beaucoup de connexion avec des notions, comment dire, liées notamment à l'énergie libre, à l'histoire de la planète Terre, des choses auxquelles j'ai été confrontée, que j'ignorais avant de faire ces bouffées délirantes. Oui. Qui pour moi, aujourd'hui, je peux le dire, étaient plus des bouffées de conscience, quoi, que des bouffées délirantes, puisque ça m'a apporté plein de prises de conscience par la suite, et j'y reviendrai après. J'essaie de faire vite, mais il y a tellement de choses à raconter. On t'entend. Et même justement, pour en finir avec cette histoire de sentir que des entités avaient pris la place dans mon corps, en fait, à un moment donné, j'ai dit, pour déconner, parce que je voyais que les gens étaient offusqués de mon comportement, et moi, j'avais envie de les provoquer, en fait. Oui. Et je leur disais, mais il faut toujours laisser Lucie faire. Et après coup, je me dis, Lucie, faire. Lucie, c'est la lumière. Oui. Faire, on laisse la lumière faire. Mais aussi, Lucifer, l'orthographe de Lucifer, c'est FER. Et on est en train de quitter l'âge de fer. Oui. Voilà, il y a plein de... Après coup, hein, bien sûr, c'est pas sur le moment que... Qu'est-ce qu'on prenait tout ça, ouais. Mais il y avait des messages de l'invisible qui étaient envoyés à travers moi, enfin, à travers ces entités qui prenaient le relais dans mon corps, etc. Donc, du coup, donc voilà, donc moi, c'est exactement ce qui s'est passé, et je pense que c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes qui vivent des bouffées délirantes, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, elles sont complètement dépassées, et leur entourage idem, surtout que moi, avant de faire une bouffée délirante, je ne savais même pas que ça existait. Donc, et alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que depuis, je n'entends parler que de bouffées délirantes à Tahiti. Enfin, je veux dire, la psychiatrie à Tahiti est débordée, ils sont au bord de l'implosion, il y a un turnover de fou chez les praticiens. Enfin, c'est un truc, voilà. Mais ça, bien sûr, on ne va pas en parler, hein, parce que ça pourrait donner de l'espoir à des gens, donc il ne faut surtout pas en parler. Ensuite, la deuxième façon de réagir qui est marquée dans le livre, c'est la personne perçoit le décalage de ces manifestations, mais n'autorise pas les peurs à dominer et à en empêcher le développement. En quelque sorte, elle aménage un espace intérieur d'expérimentation où se côtoient crainte, interrogation, curiosité et confiance. Donc là, c'est pour des personnes qui sont déjà, je pense, dans la spiritualité, en fait, qui ont compris qu'il y a une dissociation qui est en train de se créer dans leur corps physique et qui du coup, accueillent. Essaye de réserver un espace. Donc, à plus ou moins long terme, cette phase sera indubitablement propice à une ouverture de conscience. Et la troisième façon de réagir, c'est l'individu accueille les forces en action et le potentiel d'évolution contenu dans cette énergie. Le phénomène est identifié dès son apparition et peut s'intégrer dans tous les actes de la vie quotidienne. Il pressent qu'il renoue avec un principe latent contenu dans ses mémoires ADN. Il va donc coopérer activement en accompagnant ce nettoyage des domaines physiques, émotionnels, mental et spirituels. Il pourra ainsi reconsidérer le paradigme de sa vie au sein du grand orchestre cosmique. C'est beau. Donc, il est probable que c'est ce que toi, tu as connu à travers ces éveils de Kundalini, où tu l'as accueilli, tu étais déjà suffisamment ouverte, probablement en conscience, en fait, pour que ça se passe bien. Ouais. Moi, je pense que si ça s'est mal passé, même si moi, de mon point de vue, je ne l'ai pas du tout vécu de façon négative au moment où je l'ai vécu, puisque comme j'étais dissociée, j'étais observatrice en fait de ce que je vivais. Au niveau émotionnel, je sentais bien que ce n'était pas mes émotions en fait qui me traversaient. Ce que j'ai conscientisé après coup, c'est que si ça a été aussi chaotique, j'expliquerai après, c'est parce que j'avais, sans le savoir, des nettoyages karmiques à faire qui n'étaient pas faits. Et il fallait que donc Et c'est pour ça que ça a été aussi violent. C'est-à-dire que mon corps n'a pas su accueillir cette énergie de façon harmonieuse parce qu'il y avait des endroits où ça bloquait en fait. Parce que justement, je n'avais pas conscientisé des choses, ou en tout cas, j'avais enfoui des choses puisque je me suis rendu compte que j'avais été violée à l'âge de 8 ans, après ces bouffées délirantes, quelques mois après, et que ces bouffées délirantes étaient venues me montrer ce que j'avais vécu
Alors, ça m'a été montré de façon tellement chaotique que au moment où c'est arrivé, où j'avais des sensations d'abus sexuels, et très familier. Enfin, les sensations étaient très familières, et je savais. Et pour moi, c'était les gens on me montrait des visages. Pour moi, c'était les visages qu'on me montrait qui avaient été abusés. Et c'était pas moi, parce que moi, je m'en souviens pas. Sauf que, en fait, ça a été les prémices à m'éveiller à cette conscience-là, du fait que j'avais subi une amnésie traumatique à l'âge de 8 ans, au moment où j'ai été violée. Et on parle encore de dissociation, justement, où je pense que si je ne m'en rappelais pas, c'est que mon âme a dû quitter mon corps au moment où c'est arrivé. Et que, du coup, j'avais ce fragment d'âme à récupérer pour continuer sur mon chemin d'éveil. En fait. Oui. Et qu'on ne peut pas s'éveiller, on ne peut pas être éveillé dans sa pleine conscience si on n'a pas nettoyé toutes ces parts d'ombre. Ça, c'est la base. Oui. Alors ensuite, les manifestations physiques. Donc, je vais vous les lister. Voilà ce qui est écrit. À partir de quelles données peut-on affirmer que le mécanisme d'élévation de cette énergie est effectivement engagé? Quelle manifestation cette force engendre-t-elle et dans quel domaine précisément? Cette élévation de fréquence revêt de multiples formes qui varient selon la personnalité. Donc ça aussi, c'est important. La personnalité, quand je disais on est tous uniques, c'est que ça ne va pas se manifester de la même manière chez tout le monde. Les caractéristiques dominantes de chacun permettent de cerner la coloration spécifique de l'expérience. Et qui dit couleur dit onde et énergie. On a chacun notre signature énergétique et vibratoire. Comme abordé dans le chapitre précédent, l'activation majeure d'un chakra par rapport aux 4 autres détermine un profil prédominant. Alors, les 4 profils, c'est par rapport aux 4 éléments. Donc, terre, eau, feu et air. Non, éther. Air, oui. Dans le 4e. Donc, ils disent par exemple, un individu dont l'élément feu domine connaît des manifestations plus en rapport avec cet élément. A contrario, une personne à tendance eau est plus sensible à l'élévation de type eau que de type feu. Donc là, du coup, les premières manifestations physiques qui sont listées, c'est par rapport au chakra racine, où ils disent que pour le chakra racine, la prédominance de l'élément terre impacte les symptômes. Donc, les symptômes, c'est fourmillement concentré à la base de la colonne vertébrale qui se diffuseront à terme dans tout le corps. Sensation de frémissement dans la moelle épinière. Anus et plancher pelvien se contractant et tirés vers le haut. Sensation d'ouverture béante du plancher pelvien. Sentiment d'être relié à la terre. Alors, moi, personnellement, je n'ai absolument rien ressenti de tout ça. Parce que je disais que, en fait, mon réveil de Kundalini, il s'est fait par le haut, en fait. Moi, j'ai été activée par le haut, par le chakra coronal. Et mon énergie, elle n'a pas réussi à descendre jusqu'en bas, justement, parce que c'était bloqué. Parce qu'il y avait des nettoyages. L'abus sexuel, c'est au niveau du chakra sacré que ça se fait. Donc, forcément, vu qu'elle n'a pas pu se frayer un chemin à ce moment-là, moi, je n'ai pas pu avoir les symptômes liés au chakra racine. En fait. Mon chakra racine, il n'a pas pu s'activer à ce moment-là. Donc, je n'étais pas ancrée. Ensuite, prédominance de l'élément eau, donc lié au chakra sacré. Sensation de bond dans la colonne vertébrale avec pulsation plus ou moins forte. Le corps subit des poussées involontaires qui le courbent vers l'avant, vers l'arrière et où se roule par terre, bouge dans tous les sens de façon anarchique. Le corps se livre à des postures yogiques connues ou inédites. Recrudescence des pulsions sexuelles. Donc moi, c'est concrètement ce qui m'est arrivé. Les 2 derniers, pendant une nuit, j'ai fait des postures de yoga, malgré moi. Cette crise de bouffée délirante qui a duré 3 jours pour la première, qui a été la plus fulgurante. Et voilà, les 2 autres, c'était juste des réminiscences. Voilà. Et donc, il fallait que je fasse ces postures de yoga. J'étais obligée de les faire. Et du coup, je me rappelle ma psyché échanger avec l'invisible en me disant mais non, mais moi je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Non, mais vas-y, faut que tu le fasses. Donc voilà. Et aussi, donc, recrudescence des pulsions sexuelles, c'est effectivement ce que j'ai connu. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que mon mari, il a eu après coup
des alertes pour les rechutes, parce que Oh, c'est vrai. il n'est pas habitué à ce qu'il saute dessus comme je l'ai fait. C'est pulsions sexuelles, donc du coup, après coup, il a tout de suite dit, voilà, non, là, c'est pas normal. Pour après, donc là. Voilà. Ensuite, s'agissant du chakra solaire, prédominance de l'élément feu. Sensation de courant brûlant dans la colonne vertébrale. Sensation de chaleur excessive ou feu dans la région du nombril. Diaphragme s'aplatissant et tiré vers la colonne vertébrale. Recrudescence de colère profonde. Température corporelle qui monte inopinément. Bond, jambes croisées ou reptation comme un serpent. C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi pendant ces 3 jours. À un moment donné, je me suis retrouvée allongée sur le lit, à onduler comme un serpent. Et quand je fermais les yeux, je voyais une tête de serpent. Et alors là, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec nos origines Anunnaki, reptiliennes, puisque donc nous avons ça en nous, dans notre ADN. Hein. Nous avons un ADN composé avec de l'ADN des Anunnaki, qui sont des reptiliens. Et je me dis, du coup, quel est le lien avec ça, finalement? Est-ce que ce n'est pas en lien avec ces origines-là que la Kundalini s'éveille et que, du coup, on voit un serpent, etc. Donc, corps semblant s'élever ou s'écraser contre le sol. Voilà, ça, c'est les derniers symptômes pour le chakra solaire. Ensuite, le chakra du cœur, prédominance de l'élément air. Sentiment de légèreté, apesanteur ou flottement. Balayage ondulatoire agréable et régulier. Donc là, on voit que tout de suite, on passe sur les chakras supérieurs et que du coup, ça commence à être un peu plus léger au niveau des symptômes. Sensation de froid dans la colonne vertébrale. Ah oui. Balayage ondulatoire agréable et régulier sur tout le corps, d'une extrême douceur et surtout au niveau du cœur. Oui, excuse-moi, je n'avais pas fini la phrase. Et en plus, ça te concerne. Oui. Sensation d'une bulle d'air émergeant du coccyx et circulant le long de la colonne vertébrale. Rire ou pleurs incontrôlables. Et alors, moi aussi, j'ai eu ça aussi. J'ai eu des moments de désespoir où je pleurais mais toutes les larmes de mon corps. Et la minute suivante, j'éclatais de rire. Voilà. Euphorie, ressenti d'amour, compassion. Tremblement dans tout le corps. Mollesse ou rigidité physique. Les mains se meuvent spontanément et ou exécutent des gestes de danse. Préalable dans ce domaine. Tu dis, non mais là, c'est normal qu'après, ton entourage, lui aussi capote quand il te voit faire des trucs comme ça. Et moi, je me souviens que donc j'ai été connectée à l'énergie de Nikola Tesla pendant ces bouffées délirantes, que je ne connaissais pas. Et donc, on m'envoyait comme un ordre de mission en lien avec l'énergie libre, comme pour retrouver, libérer l'énergie libre qui avait été encapsulée quelque part. Donc, c'est comme si on m'envoyait des instructions. Oui. Et donc, à certains moments, je suivais des formes géométriques. Les angles droits, j'avais l'obsession des angles droits. Et j'engueulais mon mari et ma fille, je leur disais, venez avec moi, il faut absolument qu'on mette notre doigt là. Ils disaient, mais ça va pas bien. Je dis, si, je vous demande pas grand-chose, ça merde. Voilà. Donc, c'est... Ensuite, prédominance de l'élément éther. Donc là, c'est le chakra de la gorge. Combinaison des facteurs précédents, mais avec une intensité redoublée. Perception de sons inhabituels, de bourdonnement, de chant ou musique. Glossolalie. Donc ça, c'est émission spontanée et continue de sons, de sifflements, de mots inconnus, ou d'une langue étrangère. Les mâchoires se serrent et se desserrent. La langue sort de la bouche béante. Bâillements répétés. Picotement, démangeaisons sur la voûte du palais. La langue est parcourue d'ondes électriques. Le menton s'appuie contre le cou. La tête frappe à l'arrière contre le sol. Ensuite, activation du chakra frontal. Visualisation de figures géométriques. Donc moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je voyais de la géométrie. Points lumineux, vagues de lumière, images diverses. Visualisation d'un œil central ouvert. Je voyais un œil dans mon œil, en fait. Okay. Incapacité momentanée d'ouvrir les yeux. Contraction des arcades sourcilières. Rotation des yeux dans les globes oculaires. Douleur dans la nuque.
Douleur sur un trajet en forme de couronne de la nuque vers les tempes et vers le chakra frontal. Lourdeur dans la tête, vertige. Respiration ténue, voire apnée, spontanée, prolongée. État spontané de transe. Sensation de pénétration dans un tunnel. Médiumité. Ça, j'ai eu une sensation de pénétration dans un tunnel, justement au moment où j'ai été internée en hôpital. Bon, ils m'ont picousé, ils m'ont endormi, puis le temps que je sois transférée à l'hôpital, donc je suis arrivée aux urgences, et après, donc, il y avait un temps de déplacement, et donc j'étais sanglée sur mon chariot, et je regardais, et là, j'avais vraiment l'impression d'entrer dans un tunnel, en fait. Et médiumité, j'ai eu ça aussi dans le sens où à certains moments, je communiquais par télépathie avec mes guides, en fait, qui aujourd'hui, je sais, étaient ma famille galactique. En fait, c'est ma famille galactique qui est venue pour m'activer, en fait, pour m'activer en tant que starseed. Mais ça, je l'ai compris bien après. Expérience de sortie du corps, contact avec des entités désincarnées, c'est exactement ce qui s'est produit. Des figures religieuses, des guides, des êtres stellaires d'une autre dimension. Donc, c'est là où c'est quand même dingue. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit des êtres stellaires d'une autre dimension. Mais je me suis dit, bah donc, je n'ai pas halluciné, j'ai bien vu cet ovni. J'ai bien vu ces... Ouais. Donc, ça, c'est par rapport à l'activation du chakra frontal. Bon, ce que j'ai compris, c'est qu'après coup, c'est que cette Kundalini, quand elle s'active, quand elle est réveillée, elle cherche à se frayer un passage dans tout le corps, en fait. Et donc, en fonction de là où elle arrive à passer, ben, voilà, les symptômes sont plus ou moins importants. Ensuite, activation du chakra coronal, sensation d'ouverture de la calotte crânienne, générant une hypersensibilité, fourmillement, picotement, chaleur sur le crâne, sentiment fusionnel avec le cosmos, sensation d'expansion illimitée de la conscience. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour les symptômes. Mais voilà, ça me paraissait important de les lister parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va faire du bien de trouver ces informations, qui vont se sentir moins seuls, qui vont enfin comprendre que non, ils ne sont pas fous, que bien au contraire, ils ont probablement même un rôle à jouer aujourd'hui en témoignant de ce qu'ils ont vécu pour que justement on s'unisse à travers cette épreuve, qui est le fait d'avoir un éveil de conscience brutal qui est réprimé par la société dans laquelle on vit, en fait. Oui. Donc voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu les ressources en eux pour rebondir après un tel événement, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce témoignage aujourd'hui, que je me sens appelée à témoigner, parce que je sais que beaucoup de gens... Enfin, moi, il m'a fallu du temps pour surmonter la peur de venir dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, je suis hyper OK avec ce qui s'est passé. Je sais que c'était des bouffées de conscience et pas des bouffées délirantes. Je prends malgré tout ma camisole chimique pour faire plaisir à mon entourage, pour qu'on me foute la paix, en fait. Même si je sais que c'est pas bon pour ma santé. Mais en même temps, ma guidance me dit que c'est OK. C'est OK que je prenne ces cachets, je prends du lithium. Je sais que je le prendrai pas toute ma vie, et voilà. Et juste pour terminer avec ce qui est écrit dans ce livre, donc voilà, ils disent justement, si l'ancrage dans la densité est satisfaisant pour donner une signification et une direction à ces perceptions de haute fréquence, la vie s'en trouve transmutée. Dans le cas contraire, et c'est ce qui m'est arrivé, une errance peut s'en suivre et la déconnexion des réalités du monde ordinaire porter un préjudice porter un préjudice considérable à l'évolution de l'âme dans l'incarnation. Et donc moi, c'est ce qui a suivi après cet éveil brutal où j'ai été dans un désert, une nuit noire de l'âme qui a duré 3 ans. Et là, ils écrivent « Nos hôpitaux psychiatriques regorgent d'ailleurs de patients vibrant sur une fréquence supérieure qui n'ont pas eu la capacité de retrouver leurs repères en se reconnectant sur la fréquence correcte. » En fait. Ils ont été un peu vite classés et traités comme psychotiques. Et alors, Gopi Krishna et Lee Sanela, qui sont des médecins, estiment tous deux qu'environ 30% des malades étiquetés comme psychotiques ou schizophrènes sont en fait victimes d'un éveil pathologique. Voilà, donc eux, ils appellent ça un éveil pathologique. Mais dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, notamment en Asie ou en Orient,
on célèbre ça. C'est-à-dire, on accueille la personne qui pète les plombs en disant, ça y est, on a un nouveau directeur, ouais! Si tu me permets, je voulais juste glisser un petit mot parce que c'est en lien avec la Kundalini puis les symptômes. Avant que moi, je vive cette première... on appelle ça une montée de Kundalini, mais moi aussi, j'ai l'impression que c'était une descente parce que moi aussi, c'était au niveau du chakra coronal que tout s'est passé. Mais juste avant, j'avais reçu un diagnostic par mon médecin de fibromyalgie. Donc, des raideurs, un corps raide complètement, là, des douleurs musculaires infernales. Et en faisant des recherches du point de vue spirituel, j'avais lu sur plusieurs sites, en fait, que ton corps, il y a cette énergie, cette Kundalini qui veut s'éveiller, mais ton corps résiste, il y a des blocages partout, donc ces raideurs musculaires, ces douleurs, c'est comme si on rentre en résistance inconsciente avec ce processus qui est sur le point de s'activer en nous. C'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, quand mon médecin m'a fait ce diagnostic, moi, justement, il m'a suggéré des médicaments. Moi, personnellement, je jugeais que ce n'était pas favorable pour moi, donc j'ai dit non. Et ensuite, j'ai fait un gros travail d'épuration sur mes chakras, justement, sur mon karma. Et tranquillement, pas vite, ces douleurs-là, ils ont disparu. Et ensuite, la Kundalini qui est arrivée. Donc, je sais aussi qu'il y en a là, je parle de fibromyalgie, mais il y a d'autres maladies qui peuvent être simplement un éveil de votre corps. Votre corps vous parle, vous dit qu'il y a cette énergie-là qui est prête à jaillir. Donc, c'est d'essayer le plus possible de laisser tomber ses résistances. Je sais que c'est pas facile. Moi, la première, j'ai tendance à lutter puis à me crisper. Mais il y a tellement de bienfaits après. Je pense que tu peux en témoigner de ces bienfaits-là, de cet éveil. Oui, ça a été super douloureux de ce que je comprends sur le coup parce que, en fait, ça, c'est ma perception. Il devait manquer tellement d'éléments de compréhension de ce qui t'arrivait avec l'entourage qui ne te comprend pas. Donc, j'imagine qu'il y a eu une certaine souffrance en toi. Ah oui, bah oui, non mais oui, complètement. Non mais c'est ça en fait, bon là j'en rigole parce que c'est fini. Ouais. Je sais que c'est fini, je sais que mon cycle de nettoyage est terminé, que donc maintenant il y a d'autres choses plus sympatoches. Mais ça a été, en fait, on parle d'inversion de pôle magnétique de la Terre qui est imminente. En parlant d'inversion. Mais je pense qu'en fait, c'est ce qui se produit dans notre corps physique et éthérique, en fait, lorsqu'on vit un éveil de conscience. C'est-à-dire qu'on remet tout à l'endroit. Oui. Sauf que notre corps mental, il ne comprend pas. Il est là, mais quoi, c'est quoi ce bordel? Je ne dois plus travailler, mais c'est quoi ce bordel? Je ne dois plus gagner d'argent, mais si, il faut que je gagne de l'argent. Donc, non, ça a été bien évidemment beaucoup de souffrance, ouais. mais de toute façon, on a choisi de vivre Sainte Incarnation sur Terre pour vivre un éveil de conscience qui ne peut se faire autrement que dans la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, puisque on est dans une telle densité de matière qu'il n'y a qu'à travers la souffrance que nous pouvons ouvrir notre conscience. Il n'y a qu'en étant au bord du précipice que la conscience peut s'éveiller à elle-même, en fait. Donc, moi, je sais que mon âme savait que j'étais prête au fond de moi. Et puis, de toute façon, c'est ce que j'avais prévu de vivre. J'avais prévu de vivre un éveil de conscience comme celui-là. Oui. Peut-être que, justement, c'était pour mieux témoigner aujourd'hui de ce que j'ai vécu qu'il fallait que je le vive. Oui. Oui. Parce que il y a eu un tel... que c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, après coup... Ça, la nuit noire de l'âme, elle a démarré à ma sortie d'hôpital, puisque j'ai vu mon entourage avoir peur de moi, en fait. Okay. C'est ça qui est terrible, c'est que finalement, voilà, les gens que je croyais être mes amis, il y en a beaucoup qui n'ont pas été là pour moi, à qui je faisais peur, en fait, parce que j'avais osé raconter, en plus, dans mon livre, ce qui m'était arrivé. J'avais osé dire que je recevais des messages de l'invisible. Et ça, pour eux, c'était insupportable, en fait. Oui. C'est le fait que j'ai été à l'hôpital, comme ça, en plus internée à l'hôpital psychiatrique. On se rend compte que dans nos civilisations occidentales, c'est tabou. En fait, il ne faut pas en parler. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Ouais. On va essayer de trouver des raisons personnelles au fait qu'une personne se suicide aujourd'hui. On ne va pas se dire que c'est à cause du système que la personne n'a pas trouvé sa place et qu'elle est malheureuse et qu'elle est dans une telle souffrance qu'elle ne peut plus
vivre dans ce monde. On va dire: «Ah non, mais elle a toujours été un peu comme ça» ou voilà. Ben, moi, en fait, ce qui m'est arrivé, en fait, du fait de cet étiquetage, personne m'a demandé comment j'allais, en fait. À chaque fois que je recroisais des personnes Mmh. après cet événement, des personnes que je croyais être mes amies, mais à aucun moment, enfin, il y en a très peu qui m'ont dit: «Mais alors toi, mais comment tu vas? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?» Mais il y en a très, très peu, en fait. Elles se comptent sur les doigts d'une main. La C'est plupart surprenant. ne m'ont posé aucune question sur comment j'allais, en fait. Mmh. C'était vraiment passé de mon point de vue à moi, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de sortir du silence, en fait, et Oui. de se dire: «Non, je ne vais pas me résigner à un simple étiquetage d'une société malade», en l'occurrence la nôtre, qui me dit que je suis folle et qu'il faut que je prenne des cachets parce que je suis bipolaire. Non, bah non, non, non. Là, maintenant, il est temps de reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes. Je crois que tu as fait une vidéo récemment sur la souveraineté, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais bah, là, c'est se dire, attends, non, non, je suis pas folle, hein, non, non, je vois bien qu'autour de moi, il y a des gens qui font les mêmes trucs que moi. J'ai rencontré il y a quelques mois une personne qui est devenue une amie depuis, qui a vécu en France depuis sa naissance et qui, à l'âge de 20 et quelques années, elle vient à Tahiti, elle fait 3 bouffées délirantes à Tahiti, elle aussi. Alors qu'elle n'est La jamais arrivée. synchronicité. Donc, bon, bah, au bout d'un moment, quand tu recoupes les informations, bah, tu te rends compte que non, non, en fait, c'est juste une manifestation d'un éveil brutal et rien d'autre. Et donc, et en plus, voilà, il y a plein de médecins psychiatres, comme par exemple Olivier Chambon, qui travaille sur les psychédéliques. Il y a de plus en plus de traitements à base de champignons qui sont donnés aux personnes étiquetées comme moi, bipolaires, que je vous invite à creuser. Et d'ailleurs, je lance un appel, hein, parce que moi, le lithium, j'en ai ras-le-bol. Donc, si jamais il y a un psychiatre qui écoute et qui veut m'aider, mais moi, je suis d'accord. Prendre des champignons. Donc voilà, quoi. Écoute, moi, je salue ton courage parce que c'est ça, je le connaissais un peu ton parcours et je sais que ça n'a pas toujours été évident. On s'est accompagnés toutes les 2 dans la dernière année avec tout ce travail d'épuration karmique qui est ô combien difficile dans le quotidien à affronter et de se livrer sur une thématique aussi, comment je pourrais dire? Ça peut être vu d'un point de vue médical, donc c'est difficile des fois de trouver les bons mots pour pas heurter personne, mais on sentait bien que de toute façon, tu étais là le cœur ouvert juste pour transmettre ton expérience et je t'en remercie pour ça. Ouais. Et ben, merci à ceux qui m'ont écouté. Tu me fais rire. Bon, bah, je crois on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, on vous retrouve, très bientôt avec une nouvelle thématique. Ouais, grosse bise à tous. Plein de bisous.